Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bien, alors, si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour vous parler de tout ça. C'est pas tout ce que j'ai lu, non, il faut pas déconner non plus. Et il y a des réceptions, il y a des livres que je suis en train de lire, il y a un livre que j'ai lu, et du coup, j'avais envie de faire un petit point parce que j'aime bien commencer ces vidéos par ce genre de petits points. Comme ça, j'ai un peu l'impression que je fais une mise à jour depuis la dernière fois où j'ai pris la caméra et... je ne sais pas cadrer mon truc. Vous êtes certains à me demander d'où viennent mes fonds d'écran mensuels avec le calendrier. Comme là, je suis abonnée à une newsletter, c'est celle de Erin Paper, qui chaque mois t'envoie un fond d'écran qu'elle fait elle-même. Et c'est simplement en t'abonnant à sa newsletter que tu reçois le fond d'écran mensuel. Voilà, donc je mets pas tout le temps le sien, parce que mais ça dépend. Mais en général, Nicolas c'est bien, je trouve que c'est floral, c'est gai, c'est voilà, très joyeux. Et en comparaison avec mon fond d'écran que j'ai au bureau, je vais vous montrer, voilà, qui lui est vachement plus... Voilà, c'est une lune quoi, donc bon, il est pas non plus horrible, hein, c'est pas le truc, mais tu vois, je veux dire la tendance entre les deux, bref. D'abord, je reviens sur les bouquins, après je vous montre deux petites choses que j'ai commandées sur des boutiques Etsy. Tout ça bien sûr, lien, nom, référence, j'essaye vraiment un maximum de tout vous laisser en barre d'infos, donc si vous avez le moindre doute, allez checker. Si vous voyez qu'il n'y a pas l'info, c'est que soit j'ai oublié, soit j'ai estimé que c'était pas super important, parce que des fois c'est le cas, des fois on me demande des trucs, et en fait pour moi part, c'était pas le truc le plus waouh tu vois, enfin, mais si vous avez envie que je vous donne des références de choses que vous voyez à gauche à droite, n'hésitez pas, des fois je sais, des fois je sais plus. Je commence par vous reparler de Une dose de rage de Angeline Boulet parce que je l'ai terminé. Ça m'a pris quand même pas mal de temps pour le finir, alors je ne suis pas 100% convaincue par cette lecture. Je vous avais parlé rapidos du résumé, Daonis elle a 18 ans, elle va vivre un drame qui est lié à quelque chose qui se passe autour de la drogue dans sa communauté, et puis elle va tomber amoureuse d'un gars qui en fait s'avère être un agent infiltré du FBI, elle va devenir indique pour lui pour pouvoir lui donner des infos pour qu'en gros sa communauté sorte de ce marasme autour de la drogue, etc. etc. Déjà les bons points, parce qu'il y en a quand même vraiment beaucoup. J'étais très curieuse de lire, et ce qui m'arrive assez rarement, de lire les remerciements ou bien les notes des auteurs et des autrices à la fin des bouquins. Angeline Boulet elle-même vient d'une communauté autochtone et elle s'est inspirée de sa propre vie, ou en tout cas de ce qu'elle a imaginé et un peu fantasmé autour de tout ça, de ce qu'on lui a dit, qui s'est passé dans d'autres lycées de sa communauté, qu'une amie à elle a vécu, et c'est un peu comme ça qu'elle a imaginé cette histoire déjà à l'âge de 16-17 ans, un peu au même âge qu'Adonis dans le livre. Donc je vais vous lire juste un passage de sa note à la fin que j'ai vraiment trouvé très intéressante. J'ai entrepris la rédaction de ce roman parce qu'il y a tout simplement trop peu d'histoires écrites par des autochtones sur des autochtones, en particulier d'un point de vue contemporain. Or nous existons et vivons des expériences dynamiques, au-delà des livres d'histoire ou des récits situés dans le passé lointain. Et aussi je pense au-delà des livres qui doivent fortement être très clichés. D'ailleurs il y a un bingo du cliché à un moment donné qu'elles font avec sa meilleure amie qui est... Même quand toi-même en fait t'as été bercé par ces clichés et par ces attributions carrément racistes, tu te rends compte à quel point c'est too much en fait. Enfin je comprends qu'elle fasse ce bingo raciste en fait, parce que c'est... Enfin ce bingo du cliché, parce que c'est vrai, c'est... Tout ce qu'elles mettent dedans et ce que les gens blancs disent de sa communauté, c'est... Enfin tu te dis mais à quel moment quand tu le dis, tu penses que ça va être une bonne idée de le dire. Le style est vraiment très bon, il est très beau, il est très clair, il est très poétique. Et la deuxième chose que j'ai beaucoup aimé dans son style, c'est qu'elle met énormément de références, de mots, de vocabulaire des autochtones justement, de sa communauté, des choses qu'ils font réellement et que elle-même elle doit faire, j'imagine. Et je vous le disais d'ailleurs quand je vous le présentais pour la première fois que j'étais en train de le lire, moi-même je connais hyper peu de choses là-dessus. Je connais les clichés, je connais les trucs qu'on a bien voulu nous montrer faussement dans des films, des séries et des livres. Et oui, clairement j'ai pas le temps de m'intéresser à toutes les communautés du monde, au plus proche de la vérité et au plus proche de ce genre d'auteur ou d'autrice. Mais quand j'en ai l'occasion et que le sujet m'intéresse et que en plus c'est donc ce qu'on appelle un on voices, c'est-à-dire que l'autrice parle de sa propre expérience et elle-même dans cette communauté par exemple, tout de suite tu vois c'est... Waouh, vraiment, enfin, j'ai vu des choses et découvert des choses
dans ce bouquin qui m'ont énormément parlé, qui m'ont énormément plu. Ensuite, l'histoire en tant que telle va être à la fois positive et négative, c'est-à-dire que j'ai des bonnes choses à dire sur les deux. Le roman en tant que tel se tient. Donc le but ultime de cette histoire, c'est de découvrir comment la drogue circule dans la communauté. Downis et Jamie sont là pour enquêter là-dessus, plus un adulte. Et c'est ce plus un adulte qui m'a vraiment beaucoup plu. Souvent dans les romans pour ados, young adultes, je vous l'ai déjà dit, c'est hyper chiant, le parent, l'adulte, l'autorité parentale disparaît. Soit elle meurt, soit elle est juste absente, on sait pas où, elle part, enfin voilà, ça me fait penser parce que je suis en train d'écouter tous les lundis le podcast Drama Queens avec les actrices de la série One Tree Hill, je vous en ai déjà parlé, et c'est vrai qu'elles évoquent très régulièrement ça, de se dire que quasiment tous les personnages de la série de One Tree Hill sont livrés à eux-mêmes. Ils sont censés être des adolescents dans une ville avec des problèmes. Il y a quand même eu beaucoup de sujets assez graves ou des situations assez graves qui ont été abordées dans cette série. Et du coup, tu te dis quand même à chaque fois, il y a peu d'adultes qui sont là pour les soutenir. Il y en a peut-être un ou deux et c'est à peu près tout. Et les autres, ils sont où sont les parents? Alors oui, on te donne vaguement des excuses, ils sont à droite à gauche, mais pourquoi et comment c'est possible et comment ça se fait? Enfin bref, ça me fait un petit peu penser à ces romans pour ados où on évince très rapidement les personnages adultes pour ne laisser que les personnages ados gérer leur truc. Alors que clairement, à l'âge qu'ont les personnages souvent dans les romans pour ados, tu ne peux pas, tu sais, gérer ton truc tout seul. Bien souvent tu as besoin d'un adulte, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a des ados qui n'ont pas le choix, donc ça c'est autre chose, mais je parle de ces romans pour ados où les adultes sont par là, mais ne sont pas vraiment là, tu vois ce que je veux dire? Enfin bref. Là au contraire, ce que j'ai aimé dans ce bouquin, c'est que les adultes sont présents. Jamie Johnson, c'est l'agent infiltré du FBI qui a une vingtaine d'années et qui n'est pas seul. Il a un oncle qui est lui-même un agent du FBI infiltré, qui se fait passer pour son oncle et qui est très présent dans le bouquin. Pareil pour la tante de Downis et les aînés de la communauté, on les voit énormément, ils ont une super grande importance. Tu sens que les personnages ne veulent pas les déranger ou les impliquer, mais que eux-mêmes vont s'impliquer d'office en fait. Tu ne nous laisseras pas le choix. J'ai trouvé ça top, très bien d'inclure les personnages adultes dans un roman pour ados. Voilà. Je comprends que quand tu es ado, des fois la figure d'autorité parentale, c'est celle que tu respectes le moins ou que tu as le moins envie de voir dans peut-être des romans parce qu'au contraire t'as envie de te vider la tête, t'as pas envie de encore avoir, tu vois, ces conflits ado-adulte encore en plus dans ton bouquin, tu veux vraiment être 100% avec les ados. Ça me rappelle d'ailleurs tellement mes parties de Sims, parce que tu ne pouvais pas créer de Sims adolescents seuls, donc je créais une famille, je leur donnais une maman, tu vois, j'en faisais genre 5 je leur donnais une maman ou un papa, et après, quand la maison était nickel, quand tu sais les petites vies et tout, elles étaient au poil, je tuais le parent en fait. Voilà. Parce que comme ça, les ados pouvaient vivre seuls dans la maison, et c'était la seule partie des Sims qui m'intéressait. Voilà. Peut-être que ça révèle un truc sur ma personnalité, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, là-dedans j'ai trouvé que c'était bien abordé. Ils prennent juste pas trop de place, tu vois, c'est pas les personnages principaux, t'es, je veux dire, 80% du bouquin avec Downis et Jamie, surtout avec Downis, mais les adultes, tu sens qu'ils sont, c'est une béquille pour les ados, ils sont là, tu vois. Et d'ailleurs, bon, c'est plus vraiment des ados, ils ont 18 ans, c'est des jeunes adultes, quoi. Enfin, voilà. L'intrigue en elle-même est très bonne, je l'ai trouvée bien amenée, je l'ai trouvée plausible, j'ai trouvé les petits rebondissements à la fin vraiment très bons. Il y a une partie que j'avais vu venir, l'autre pas du tout. Il y a des choses qui s'imbriquent vraiment très bien. Je dirais que du coup que le défaut de ce livre et de cette intrigue, c'est qu'elle met beaucoup trop de temps à se mettre en place et qu'elle met aussi trop de temps à avancer. Comme bien souvent, t'as un instant clé de l'intrigue qui n'arrive qu'après une centaine de pages. Ensuite, tout l'après de ce drame prend beaucoup trop de temps par rapport à la finalité, tu sais, la révélation, vraiment l'action finale, qui là tout à coup aussi, en à peine une centaine de pages, elle est réglée, elle s'est passée et c'est fini. Et en fait il te reste quand même 250 pages, 300 pages entre les deux, où t'es là, oh mon dieu, c'est long. J'ai eu des fois un petit peu de la peine à y revenir, à me dire tiens je vais lire, tu sais, plusieurs pages d'affilée, plusieurs chapitres, ce que j'ai quand j'adore un livre, je vois pas le temps passer, je lis, je vais prendre chaque seconde, chaque minute de ma journée en temps libre pour avancer mon roman. Là,
J'avoue que des fois, ok, j'ai recommencé à travailler, donc j'avais aussi un peu moins de temps, mais souvent quand j'aime vraiment beaucoup un bouquin, je veux dire, je lui trouve toujours une bonne excuse, tu vois, à un moment donné dans ma journée pour pouvoir l'avancer. Du coup, je vais poursuivre avec ce que je suis en train de lire et ce que je suis en train de terminer. Il s'agit de la bande dessinée Lore Olympus que j'ai commencé là, début de semaine, et que je lis tranquillement. Mais finalement ça va très vite parce que les planches de la BD ne sont pas très denses en fait. Si vous voyez, il y a assez peu de cases et de bulles par page, donc ça se lit très très vite. Là pour le coup je vous fais pas de résumé spécifiquement, je vous laisse le lien en barre d'infos pour aller cliquer si ça vous intéresse. Sachez juste que le volume 2 de cette adaptation du webtoon en BD est prévu là, juin, juillet, mai, bon. Bref, là par là. Et enfin pour finir, j'ai été contactée, attendez parce que j'ai reçu beaucoup de choses, par Gustave Auguste, qui est un pseudonyme, et qui m'a demandé si j'avais envie de recevoir ses ouvrages qu'il avait auto-édités. Alors, vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas, je ne suis pas une adepte de l'auto-édition, parce que par le passé, j'ai souvent accepté de recevoir des ouvrages d'auteurs auto-édités qui avaient fait tout le travail eux-mêmes. Donc tu vois, pour moi, ils ont énormément d'estime, ils ont beaucoup de courage et beaucoup de passion. Mais bien souvent, malheureusement, voire quasiment tout le temps, j'ai été très déçue, que ce soit par l'ouvrage fini, que ce soit par le manque en fait de relecture ou de correction qu'il y avait derrière. Pour moi, quand on me propose un ouvrage, je ne suis pas une bêta lectrice, je ne suis pas de ces personnes à qui tu écris et à qui tu envoies tes chapitres en mode on va te le donner alors que le produit n'est pas complètement terminé. Pour moi, ce n'est pas une épreuve non corrigée, c'est quelque chose ensuite que les gens peuvent acheter au prix que l'auteur a indiqué et qui donc, pour moi, doit être à 99% nickel. Je dis 99% parce que il y a encore beaucoup de livres qui sont édités par des maisons d'édition à travers lesquelles plein de gens sont passés et qui pourtant, il y a encore des coquilles, il y a encore ce genre de petits couacs à certains moments. Tu sais, le travail vraiment nickel chrome, parfait, perfection, il est assez rare dans le monde de l'édition. Je veux dire, c'est possible de se lourder sur un truc, tu vois. Mais c'est vrai que pour l'auto-édition, j'ai longtemps été déçue et du coup, j'ai très rapidement arrêté de recevoir des livres auto-édités par des auteurs parce que j'avais pas assez confiance. En fait, j'avais tellement été déçue. Mais, il y a toujours une exception à la règle. J'ai été contactée par Gustave Auguste il y a quelques semaines et au départ, d'emblée, j'ai vu son mail, je me suis dit « Nope ». Parce que ça va pas, déjà je n'ai clairement pas le temps en plus, tu vois, je veux dire, de tous les livres que je prends pour moi, que je m'achète, que je veux vraiment à 10 millions de % lire et que j'en ai déjà 200 chez moi, que j'arrive à peine à ouvrir la moitié en une année, ça va devenir compliqué cette histoire, tu vois. Mais j'ai vu ces ouvrages, j'ai vu le travail, et j'ai été sous le charme. Comme quoi, un effort sur le travail fini, sur l'esthétisme finalement du livre, on a beau dire que c'est pas le plus important, mine de rien, vu la quantité de livres qui sortent maintenant, depuis quelques années, ce qui, à mon avis, est beaucoup trop, et les éditeurs, c'est quand vous voulez hein, que vous ralentissez le rythme. On rappelle qu'il y a de la pénurie de papier partout, mais soit, il y a toujours beaucoup de livres qui sortent, donc il faut faire un tri. Et oui, malheureusement, c'est triste à dire, hein, je sais qu'il y a peut-être des lecteurs qui ne sont pas comme moi, mais moi je suis comme ça. Voilà. Soit l'auteur me parle, je le connais, et du coup je fonce tête baissée vers n'importe quoi en fait. Qu'importe la tronche du bouquin, je m'en fous. Soit je sais que cette maison d'édition fait en général des livres que j'aime beaucoup, ou que dans cette collection en particulier, ils font des livres que j'aime beaucoup. Ou alors le titre, il y a un truc, je sais pas, avec une maison, des secrets, des jardins, enfin bref, j'ai un peu des mots-clés comme ça qui pour moi pop, tu vois, et quand je les vois sur un livre, ça m'attire plus qu'autre chose. Et bien sûr que oui, il y a la couverture et l'aspect fini du bouquin. C'est pour moi hyper important. Je peux pas en fait, j'ai pas le temps, il y a trop, il y a partout, enfin je sais pas comment vous faites sinon pour trier un peu ce que vous aimez, ce que vous voulez pas, mais pour moi, avoir un joli livre entre les mains, bah oui, ça compte aussi. Voilà. Pas que, des fois non, mais souvent, ça compte.
Bref, tout cet énorme laïus pour vous dire quoi? Pour vous dire que j'ai accepté donc de recevoir les livres de Gustave Auguste parce que ils sont tout simplement splendides. Oui, au départ, ça s'est arrêté à ça. Et il le sait. Je lui ai dit. Il m'a donc envoyé La chute d'Antémisa. D'Antémisa. Oui, je l'ai dit juste. C'est juste qu'il est écrit comme ça, donc j'ai un peu de la peine à le... Voilà. Bref. Bientôt, l'Empire régnera sur les Coronides et les sirènes entonneront leur dernier chant. Préservée des luttes qui tourmentent l'Europe, l'île d'Antémisa est devenue le plus célèbre joyau de la Méditerranée. Son jeune régent, Lazare Delcroix, vit sans se douter des scandales qui nécrosent sa cour depuis trop longtemps. Malgré l'aide de son épouse Diane et du chancelier Enzo Archimaldi, la chute semble inéluctable. Pressé par la menace d'alliés devenus carnassiers, le pouvoir cède peu à peu à la panique et déclenche une chasse aux traîtres qui bouleversera jusqu'aux plus vieilles amitiés, au nom du secret millénaire de l'île, une force venue du ciel que toutes les nations convoitent. Ouh, c'est un récit choral. Et bonus ultra extrêmement plus génial, le méga bonus, le livre est doté de merveilleuses illustrations. C'est beau, c'est tellement beau. Il y a des parties un peu roman graphique comme ça, avec des planches, des bulles, les personnages qui se parlent, etc. Enfin, c'est tout bonnement splendide, voilà. Et tout à coup, des parties roman. Vous ne voyez rien, voilà. Regarde-moi ce travail, c'est tout simplement hallucinant. Il y a même une fresque dans la jaquette du bouquin. Vous ne voyez rien, mais laisse tomber comment c'est trop beau. Enfin, ah, s'il vous plaît, il y a des maisons d'édition professionnelles, tout machin, hyper connues, tout ça, qui ne font même pas le quart de ça comme job. Voilà. Et peut-être que pour vous, ça change rien, tu vois. Le livre, il aurait été tout blanc. Et puis voilà, vous vous serez arrêté au titre et au résumé et vous auriez dit ok, ça a l'air trop bien, je le lis quand même. Mais moi je sais que non. Moi je sais que non. Moi je sais que j'aime. Waouh, c'est beau. Tu vois? Est-ce que j'aime lire de belles choses? Oui, j'aime lire de belles choses. J'aime lire dans de bonnes conditions, avec un chouette livre entre les mains. Et donc le deuxième qui est quant à lui beaucoup plus petit, il se nomme Erabundus. Même format plus petit, mais même façon d'être fait. Que voilà, toujours avec, tu vois, rien que le fait que tous les livres aient ce même design quand tu enlèves la jaquette. Enfin, à l'ère où ciel et mer ne faisaient qu'un, les dragons régnaient sur notre monde. De leurs écailles naquirent le règne aquatique, et les hommes, de leurs ailes, s'envolèrent les plumes des premiers oiseaux. L'équilibre demeure depuis entre les royaumes, cependant le ciel arrache parfois à la mer un de ses habitants par l'œuvre d'un mystérieux coup de foudre. Frappé par cette malédiction, le jeune roi Lazare espère rejoindre le royaume des cieux et ainsi se débarrasser des ailes qui ornent ses bras. Sous le ciel de Paris, Diane veille sur lui depuis que son cœur en a fait son premier amour. Seul leur ami commun, le placide Enzo, semble pouvoir mettre un terme à leur tourment, à moins qu'il n'en soit justement la source. Ah, mais attends, c'est les mêmes noms des personnages, donc en fait il faut lire d'abord ça et après ça. Ça me plaît quand il y a des trucs qui s'entremêlent et tout. Bravo Gustave. Il a une boutique Etsy pour vendre ses livres, donc n'hésitez pas à aller checker. Je vous laisse bien sûr, encore une fois, tout ça en barre d'infos, parce que c'est trop beau et que franchement ça a l'air très très bien. Hop, ouh, ah mon dieu, j'ai perdu des trucs. Alors, ensuite je me suis commandé des petites cartes postales, des petits prints que j'aime bien des fois parce que j'ai envie de les mettre un petit peu là autour. J'ai des trucs qui sont tombés. Autour de cette illustration que j'aime beaucoup, je vais en mettre d'autres. Voilà, c'était un peu mon envie du moment. Mais oui, mais que tout tombe, allez, on n'en a plus rien à foutre, c'est pas grave. Oh là là. Donc la première que j'ai commandée, c'est celle de chez Studio Zozara, que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps sur Insta, et qui, bah voilà, boutique Etsy, tout ça. Donc j'ai été voir sa petite boutique, je lui ai commandé des cartes postales et des illustrations un tout petit peu plus grandes que je trouvais vraiment très belles et qui iraient vraiment très bien avec mon petit bureau. Donc il y avait notamment cette jolie carte postale, bien plus ou moins, vous l'avez. Et pour finir, les deux plus grandes. Alors celle-ci, je pense que c'est vraiment ma préférée, elle est vraiment trop mignonne.
Puis chez une artiste que je connais déjà depuis un petit moment, chez qui je commande régulièrement des choses, c'est Christine. Et là je lui ai commandé cette impression là. Et des petits autocollants mais qui sont tombés par terre et qui sont dans un petit sachet, donc de toute façon vous ne les verrez qu'à peine. Cette fois je vous ai tout montré, je vous ai tout raconté, j'ai parlé pendant beaucoup trop longtemps. Et je pense du coup que cet après-midi quand Alice sera au judo, je vais vite faire un petit tour à Emmaüs pour voir si je trouve des cadres. Tout à coup, sait-on jamais, ceux de la bonne taille ou que sais-je. Je vous l'ai déjà dit, la couleur c'est optionnel. Ça peut toujours se changer, se peindre, se bomber, enfin bref. C'est vraiment juste les formats en fait, voir ce que je peux trouver. J'aimerais en avoir pour ces formats là, voire des un petit peu plus grands parce que j'ai dans l'optique de commander chez d'autres artistes que j'aime énormément pour un petit peu faire plus de choses aussi au salon. Voilà, tout bien. Je ne prends pas très souvent la caméra en ce moment parce que en fait j'ai pas grand chose à vous dire. Il ne se passe rien de fantastique et merveilleux dans ma vie, enfin de spécial non plus. Enfin tu vois, la vie suit son cours quoi, les vacances sont finies, tout ça, donc rien de fantastique à vous partager. Si ce n'est mes lectures bien sûr. D'ailleurs il faut que je revienne avec vous sur l'Or Olympus que j'ai terminé du coup. J'ai l'impression il y a longtemps mais pour vous non. Et c'était bien, j'ai bien aimé, je me réjouis de lire la suite. Ça peut être très sympa à lire, à découvrir. J'aime bien l'idée d'avoir ce côté déités grecques qui vivent un peu de nos jours dans un univers un peu... Tu sais pas trop si c'est le nôtre, si c'est quand même le leur, mais transposé dans une version beaucoup plus contemporaine. On va suivre la relation entre Hadès et Perséphone qui se rencontrent un petit peu par hasard sur un gros malentendu et une sorte de mauvaise blague. Sauf que de cette rencontre va en découler des sentiments qui, ils ne le pensent pas, être réciproques, vont devenir réciproques. Et là, au bout d'un moment, j'ai trouvé qu'on ressentait trop ce côté un chapitre tous les temps de temps pour un peu, tu sais, appâter le chaland, maintenir le lecteur, le garder avec nous. C'est que la BD est énorme quand même, hein. Le roman graphique il est très gros. Alors les planches à l'intérieur ne sont pas très fournies. C'est beaucoup de cases à droite à gauche où finalement ils ne se disent pas grand chose et où il ne se passe pas forcément beaucoup de choses non plus. J'ai pas toujours trouvé que c'était très facile à suivre parce que tu sais pas trop si t'es dans le passé, dans le présent. Tu suis des moments de la vie des personnages qui des fois ne se passent pas forcément au même moment, donc je trouve que des fois c'était pas forcément évident de se rendre compte à quelle période on était. Et puis ce qui a fait qu'au bout d'un moment je me suis peut-être un petit peu lassée et que j'ai trouvé que ce tome 1 était presque un tome 0 en fait finalement, c'est que je le trouve très lent quoi. Alors il se passe des choses importantes, il se passe des choses graves, voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent être dites là-dessus, mais j'ai pas trouvé que c'était dingue quoi, voilà. Donc en gros je pourrais pas l'avoir via mon travail, donc gratuitement, je le prendrai pas je pense la suite parce que c'est sympa mais c'est pas non plus waouh. Voilà, clairement j'en attendais plus, je pense, j'en attendais mieux. Là je trouve juste que l'autrice elle tire en longueur alors que franchement, je pense que l'histoire peut être beaucoup plus intéressante si tu regroupes le truc un petit peu plus et que tu le rends du coup un peu plus rapide peut-être au niveau du rythme. Là je trouve que des fois ça prend 1000 ans pour raconter pas grand chose. Bref, entre temps j'ai ouvert ça, remerciements. J'ai commandé des cartes postales, mais vous savez des cartes postales aléatoires. Donc en gros j'ai commandé deux lots de 5 je crois. Et je sais pas trop ce qu'il va y avoir dedans. Alors j'ai pris ça parce que c'était pas très cher et que c'était des cartes postales un petit peu vintage sur le printemps. Et comme ça, j'aime trop. Trop belle. Celle-ci je l'aime beaucoup. Voilà, dans ma folie j'ai envie de redécorer un petit peu mes petits endroits. Et quoi de mieux que des petites cartes postales. Oh, celle-ci elle est mignonne. Pour faire le job. Pas comme si j'en avais déjà plein, hein. Bien sûr que j'en ai beaucoup, mais j'aime pouvoir changer, j'aime pouvoir modifier et j'aimais bien ce côté carte postale aléatoire. Ce sont des Béatrix Potter. Tadam! Je suis vraiment trop mignonne. J'aime trop. Ah quand même. Je me suis dit, est-ce que je vais avoir un Peter Rabbit? Elle est trop mignonne celle-là. Donc je crois que tu peux avoir des lots de 5, 10, 15.
Moi je trouvais que 5 de l'une, 5 de l'autre, c'était déjà pas mal. Vu que j'en ai déjà commandé des autres, vous l'avez vu l'autre jour. Ensuite j'ai lu quoi? J'ai lu Désordre de Jenny Hancock. C'était un polar, un thriller que Séverine avait recommandé sur sa chaîne. Et dans Désordre, on va suivre Sarah, Sandra, Sonia. Waouh. Oh putain, je l'ai fini il y a 3 jours, tu sais, mais tout va bien. Sonia va un beau matin ouvrir la porte à un ado qui a sonné chez elle. Il se nomme Jez, il habite actuellement chez sa tante, et cette tante, c'est une amie de Sonia de longue date. Elles ont des enfants qui ont plus ou moins le même âge, et ce Jez vit la moitié du temps à Paris, sauf que là il aimerait revenir dans les quartiers de Londres pour pouvoir continuer ses études dans la musique. Il a côtoyé Sonia et son mari lors d'une soirée, et ils ont échangé sur la musique. Le mari de Sonia lui a dit de passer à la maison une fois, lui emprunter un disque qui est introuvable. Ce que ce jeune homme a fait, et il se retrouve donc devant la porte de Sonia, prêt à lui emprunter ce disque. Sauf que immédiatement Sonia va apprécier la présence de cet ado chez elle, va le trouver charmant, intelligent, de bonne conversation, etc. Donc elle aimerait le garder un petit peu plus longtemps. Et ce un petit peu plus longtemps, c'est-à-dire une nuit parce qu'il a bu un verre de trop, ou elle l'a un petit peu forcé, il faut bien l'avouer, à boire ce verre de trop, va se transformer en plusieurs nuits où elle va le garder enfermé, puis ensuite attaché chez elle. Bon, voilà. Ça, c'est le pitch de base, tu vois. Alors des romans sur des séquestrations, justement, il y en a plein, sur des kidnappings, etc. etc. Ce que j'ai beaucoup aimé dans celui-ci, en tout cas le format, on va dire, de séquestration, c'est que j'ai l'impression que les rôles ont été inversés. Souvent, le schéma habituel, on va mettre des gros guillemets là autour parce que, bah voilà, il faut schématiser un tout petit peu, sinon tu peux y passer des heures. C'est un homme qui kidnappe une jeune fille et qu'il la garde chez lui dans un endroit retiré, enfin voilà, souvent pour la violer, des fois pour la tuer par après, enfin bref, les raisons sont multiples. Et ce n'est pas bien du tout, mais les raisons sont multiples. Sauf que c'est toujours souvent, le même schéma de l'homme qui kidnappe une jeune fille ou une jeune femme. Sauf que là, les rôles s'inversent. C'est une femme qui kidnappe un jeune homme, un jeune adolescent, qui n'a absolument rien demandé, qui au début n'est pas forcément pas à l'aise, parce qu'il apprécie la femme chez qui il est venu sonner, visiblement, il discute bien, il la trouve intéressante, enfin c'est pas forcément, enfin tu vois, le côté... elle l'a pas forcé d'emblée. Ok, elle l'a fait un peu boire, non, c'est pas bien, hein. Mais donc, elle l'a pas pris de force de base pour l'attacher quelque part, etc. Ce à quoi en fait j'imaginais... En fait, je pensais que ça allait commencer comme ça, plutôt, mais c'est pas le cas. Du coup, ce jeune garçon va se retrouver chez elle, d'abord bien, tu vois, il est content, il est dans un studio de musique. Sonia va lui proposer même de lui présenter des connaissances à elle professionnelles dans le domaine de la musique, qui pour lui pourrait être une aubaine pour la suite, tu vois. Et au contraire, il est limite un peu en confiance, il est bien, tu vois. Enfin, la maison est belle, le cadre est magnifique, elle vit sur les berges de la Tamise, donc tu vois, le cadre idéal pour être au calme, en paix, etc., etc. Sauf qu'à un moment donné, il se pose quand même des questions, il se dit qu'il aimerait pouvoir rentrer chez lui, et il commence à forcer un peu le truc. Elle arrivera toujours à trouver une parade, soit pour le garder, soit pour l'enfermer, soit pour, au bout d'un moment, l'attacher. Sauf que la situation peut pas continuer comme ça éternellement, tu vois. La famille de Jez commence à se poser des questions, évidemment, tu vois, un gamin de 16-17 ans qui tout à coup disparaît. Alors bon, au début, on se dit, bah c'est un ado, il a été dormir chez sa copine ou chez des potes, il est sorti. Surtout que la tante de Jez est pas super maternelle. Elle n'a pas ce côté hyper protecteur sur ses propres garçons qui ont le même âge que son neveu. Donc tu vois, elle veut un peu le laisser respirer. Elle se dit, il est là, tranquille chez moi, il n'a pas sa mère sur le dos, il va pouvoir un petit peu profiter. Oui, bon bah voilà, ça a mal tourné, ça a mal tourné. Et c'est limite plus cet aspect-là qui m'a plu que la séquestration de Jez par Sonia et le tarabiscotage de cerveau de Sonia, qui au bout d'un moment est un petit peu lassant et un peu redondant en fait. J'ai beaucoup aimé les parties où on se retrouve chez la tante de Jez qui a disparu et qu'est-ce qui se passe dans son foyer. La tante Hélène qui est au début un peu perdue, qui sait pas trop si elle doit s'en faire ou pas, puis sa sœur qui débarque, forcément tu vois, son gamin a disparu, elle vient à Londres, elle met le bordel pas possible dans le foyer de sa sœur, enfin... C'est limite plus ces parties-là qui m'ont intéressée et c'est plus la descente aux enfers de la tante Hélène qui m'ont intéressée. Sonia est assez vite lassante. Assez vite, tu te rends compte que en fait, son envie de kidnapper ce jeune homme
remonte à très très loin par rapport à un garçon qu'elle a perdu dans sa jeunesse et qu'elle ne reverra jamais. Et elle transpose l'image des fois de ce garçon sur celle du gamin qu'elle vient de kidnapper. Donc tu vois, il commence déjà à y avoir une fissure, une rupture à un moment donné dans son cerveau, mais que tu vois très vite parce que la superposition commence presque dès le début du kidnapping. C'était un bon bouquin, c'était un bon roman, mais pour moi il lui manquait ce côté haletant et tarabiscoté, tu vois. C'est ce que j'aime en général dans un bouquin, c'est ce que j'aime dans un thriller, mais je trouve qu'il soulève des bonnes questions, mais j'ai pas été 100% convaincue non plus. C'est pas un mauvais bouquin, je dis pas que c'est le... Tu vois, genre j'ai pas passé un mauvais moment, j'ai pas résolu le truc avant tout le monde, mais il lui manquait un petit peu un... Ah, mais pas grand chose en plus, c'est ça le pire. Je pense, je sais pas si j'en veux trop des fois. Peut-être c'est ça, j'en attends trop, j'en veux trop dans un bouquin, je veux trop qu'il me retourne l'esprit, la tête, tout ça. Et du coup, je me laisse un peu moins embarquer. Peut-être encore plus dans un polar et un thriller parce que je leur demande ça, tu vois. Je veux vraiment ce côté haletant, où j'y comprends rien, où on me mène en bateau et où tout à coup, boum, la révélation, tu vois. Peut-être que j'ai été trop habituée à ça aussi et que je me laisse un peu moins surprendre et embarquer dans des bouquins peut-être un peu plus classiques, peut-être, je ne sais pas. Bref, voilà où j'en étais. Et là ensuite, j'ai commencé le dernier tome de la saga sorcière de Kate Tiernan. Oh my god, je ne pensais jamais vivre ce moment. Parce que ça fait 5 ans que les livres sont dans ma bibliothèque. Non, plus, presque 6. 6 ans que les livres sont dans ma bibliothèque. Et que en fait, clairement, je ne prenais pas le temps. Mais là, de m'être attelée à me dire, maintenant ma grande, tu vas lire tes sagas un peu plus logiquement, tu vois. Parce que attendre 3 ans entre chaque tome, ce n'est plus possible. Il faut arrêter de faire ça. Donc j'ai arrêté de le faire et c'est très bien. Dans ma dernière tranche de vie, je vous parlais du fait que j'avais été voir Les Animaux Fantastiques. Je suis pas revenue dessus. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé en commentaire si c'était un signe, le fait que je sois pas revenue dessus. Et oui, clairement, parce que j'ai pas du tout été convaincue par ce film. Voilà. En fait, on est ressorti de la salle avec Vincent un peu... Genre, ah, est-ce qu'on vient de perdre 2 heures pour voir ça? Donc ouais, je pense que la licence, elle s'essouffle, hein, clairement. Voilà. C'est pas grave. Peut-être que des fois, il faut mettre un terme aux choses, non, Warner? Au contraire, lundi, nous avons été voir le dernier Doctor Strange. Et là, par contre, oui. Alors là, par contre, tu t'en prends plein les mirettes pendant 2 heures, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, et ça commence d'entrée de jeu. Il lésine pas sur une intro hyper longue qui prend 1000 ans, tu sais, que l'intrigue elle commence, tout ça. Oh non, 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 non. Là, tout de suite, on est bien dans le vif du sujet. J'avais un peu peur, j'ai quand même quelques petites... Donc les rôles joués par chacun dans l'intrigue m'ont parfois un peu dérangée, mais je suis quand même assez ouverte au fait que c'est plutôt bien pensé et que c'est très difficile de donner un avis sans spoiler. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Disons que pour moi, Strange représente peut-être le mieux la dualité et le fait qu'un super-héros ou qu'un défenseur de la justice, ou enfin, mais juste que quelqu'un qui a des pouvoirs en fait, ne peut pas être parfait. Il n'est pas Captain America qui veut, tu vois. Et même Captain America, au bout d'un moment, il se rend compte que il peut pas être tout le temps en mode de Captain America. Mais pour moi, Strange représente vraiment cette dualité assez constante entre le bien et le mal, entre le côté égoïste du fait d'avoir des pouvoirs et de pourquoi pas les utiliser pour soi en fait, et les autres personnages qu'on va voir dans l'intrigue également. Je suis hyper triste et d'un côté j'espère qu'ils vont faire ce que je déteste qu'ils font. C'est-à-dire que nous ressusciter un perso comme ça 3 films plus tard, je déteste quand on fait ça, mais en même temps, là ça m'a rendu très triste. Là il y a beaucoup de scènes où j'ai pleuré en fait dans ce film, parce que ça me touche personnellement ce genre de problématique et ce genre de questionnement et de combat peut-être. Voilà ce que je peux en dire. Et peut-être que ceux qui l'ont vu comprendront ce que je veux dire par là, ou peut-être pas, parce que je suis pas logique, des fois comme fille, comme je parle. Mais il y a beaucoup de passages que j'ai trouvé très touchants,
malgré le fait que ce soit quelque chose de pas bien qui soit fait par rapport à ça, ça m'a quand même, voilà, beaucoup touchée. Voilà. Je crois que je vais gentiment arrêter cette vidéo. Je sais que d'habitude je vous montre et je parle de plus de trucs lambda autour, mais là il fallait vraiment que je mette à jour un petit peu mes dernières lectures et vous en serez rendu compte, j'avais vraiment besoin d'en parler profondément, tu vois. Donc voilà, ça peut presque plus être un update lecture qu'autre chose en fait, cette vidéo. À l'ancienne. Je vous souhaite de merveilleuses lectures, prenez soin de vous, lisez plein de livres, profitez, fait beau dehors, ils annoncent 25 degrés cet après-midi, non mais quelle idée. Je vous embrasse et je vous dis à une toute prochaine.